Un employeur n'a pas le droit de licencier un milouimnik, il devient protégé de licenciement. Premièrement. Deuxièmement, pour ne pas aussi qu'ils aient de problèmes administratifs, c'est l'employeur qui doit continuer à lui payer son salaire comme si de rien n'était. Et l'employeur, lui, réclamera auprès du bitoire Leumi. C'est-à-dire que personne ne sera lésé à la fin. On va parler maintenant des familles, de ces papas qui sont sur le front et qui sont des réservistes très souvent, et ça pose aussi beaucoup de questions au point de vue, bien entendu, économique, des droits, comment ça se passe, etc. C'est pour ça que nous avons le plaisir d'avoir Nathanaël Cohen avec nous. Voilà, bonjour Nathanaël. Bonjour. Alors, les milouimnikim, les réservistes, comment sont-ils payés? Ont-ils droit déjà à leur salaire? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est l'employeur? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les milouimnikim, quoi qu'il se passe, ils peuvent être tranquilles, ils auront leur salaire. Le temps que ça prenne, même si ça prend 30 jours, 60 jours, 2 mois, 6 mois, un employeur n'a pas le droit de licencier un milouimnik en fonction de la durée de son séjour. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, son service à l'armée le rend Mugan Piturim. Ça veut dire qu'il devient protégé de licenciement. Premièrement. Deuxièmement, pour ne pas aussi qu'ils aient de problèmes administratifs à aller chercher leur salaire chaque mois ou se tourner vers qui se tourner, c'est l'employeur qui doit continuer à lui payer son salaire comme si de rien n'était, c'est-à-dire comme chaque mois, et l'employeur, lui, réclamera auprès du bitoire Leumi le paiement qu'il a, c'est-à-dire personne ne sera lésé à la fin. Ok, parce qu'en fait c'est le bitoire Leumi qui doit payer le réserviste lorsqu'il est bien sûr sur le front, mais en attendant c'est l'employeur. C'est l'employeur qui a l'obligation de continuer. Et qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui sont indépendantes, qui ont ce qu'on appelle des asakim, comme je pense aux docteurs, je pense toutes ces personnes qui sont indépendantes. Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est problématique pour eux. La demande, elle est un peu plus compliquée. Ça rejoint un peu les femmes qui ont accouché, par exemple. Une femme qui est indépendante, qui a accouché, on vérifie sur les derniers mois combien elle a perdu, combien elle a été lésée, et faire la demande à propre du bitoire Leumi. À partir du moment où il n'y a pas un employeur et que c'est la personne en direct qui est indépendante, il n'y a personne qui va lui payer automatiquement. C'est à lui de vérifier, de voir sur les 10 derniers mois combien il a perdu, combien il n'a pas perdu. Donc c'est à sa femme de faire les démarches, a priori, si lui n'a pas le temps, c'est compliqué. Et ça va être très compliqué parce qu'il faut vérifier vraiment sur les derniers mois. On a demandé que ce soit sur les 10 derniers mois, pas sur les 12 derniers mois. Vraiment pour voir la personne combien elle a été lésée, mais c'est une procédure qui est un peu plus compliquée. C'est comme les femmes qui accouchent et qui sont indépendantes. La procédure auprès du bitoire Leumi, il demande de voir exactement. Parce qu'on cotise pour ça. C'est-à-dire, le bitoire Leumi qu'on paye, c'est aussi pour ça, que ce soit pour les milouim, que ce soit pour les problèmes de santé ou que ce soit pour les femmes qui ont accouché. Le bitoire Leumi, c'est une cotisation qu'on paye chaque mois pour ça, justement. Et le bitoire Leumi n'a pas décidé pour le moment de faire des procédures un peu plus rapides, justement, en raison de la situation? Non, ils ne sont pas prononcés du tout, le bitoire Leumi. C'est vraiment les derniers qui se prononcent. Ils se prononcent, par exemple, pour les personnes qui ont eu des dégâts, des réels dégâts dans leur appartement. Ils ont donné une ligne ouverte pour vraiment essayer d'aider pour les gens du sud, du nord, pour les gens du sud, etc. Mais concernant, c'est tout neuf, il faut savoir que c'est en octobre. En octobre, ça veut dire on n'a même pas le mois qui est passé encore du salaire. Il n'y a aucun milouimnik aujourd'hui qui a récupéré de l'argent sur son salaire, quoi. Personne, c'est l'employeur. Ce sera pas novembre, mais là on anticipe un peu. Ça va être vraiment la panique au niveau des employeurs, parce qu'il y a énormément de réservistes qui ont été appelés, qui travaillent. Et les maasikim doivent vraiment avancer de leur poche. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus fonctionner puisque tout le monde est au front. Est-ce que ces employeurs vont pouvoir continuer à payer leurs salariés? S'ils n'ont plus d'argent dans leur caisse, certains parlent déjà de fermeture. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, les indemnités aujourd'hui, elles n'ont pas encore été fixées. On voit à chaque fois qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, comme par exemple pendant le Covid, etc., les indemnisations, les vraies indemnités sont fixées un petit peu après, mais elles s'appliquent rétroactivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se dire que quand même, les personnes qui ont été vraiment lésées à cause de la guerre, je vous le dis à 99,9%, ils seront rémunérés, ils seront indemnisés. Mais étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a encore aucune réforme réelle, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, rien n'a été voté. On dit qu'aujourd'hui, au Misrad Haotzar, au ministère des Finances, ils vont parler de ça, il va y avoir beaucoup de bras de fer entre la Fédération des experts comptables, la Fédération des avocats et le Misrad Haotzar pour essayer d'avoir le maximum d'aide.
Mais normalement, demain, la loi est censée passer. Lundi, c'est censé être validé. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'injustices, beaucoup de personnes ne seront pas contents des maladies qui vont être fixées. Il y aura beaucoup de domaines de travail, de sortes de professions qui vont être vraiment lésées. Il n'y a rien à faire. À la fin, on peut jamais s'adapter à tout le monde. Alors justement, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ont des asakim, ceux qui ont des entreprises, des magasins, etc., et qui voient que leur activité a été réduite ces dernières semaines? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à leurs employés? Juste avant de répondre à ça, juste pour finir les Miloumnikim, il y a une petite information que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que des fois la femme du Miloumnik du réserviste a un fardeau, un double fardeau à la maison, on va dire ça comme ça. D'un côté, elle n'a pas son mari qui peut l'aider pour chercher les enfants, et d'un autre côté, elle doit se retrouver seule à élever les enfants, avec les écoles fermées, pas fermées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où un mari est parti pour plus de 5 jours, c'est le cas de quasiment tout le monde, et que la femme a un enfant de moins de 13 ans. À la maison. Et qu'elle a un emploi à plein temps, elle aura le droit chaque jour de travailler 1 heure de moins. Ça, beaucoup ne le savent pas. Les employeurs aussi ne le savent pas. Ils ne sont pas mauvaise foi, ils ne le savent pas à 80%. Les femmes aussi ne le savent pas. Alors, si elles sont dans le droit et qu'elles ont un enfant de moins de 13 ans avec un mari qui est parti, elles savent qu'elles peuvent travailler 1 heure de moins et être payées pour cette heure-là. On est payé comme si de... Donc ça, c'est important. Alors justement, ces femmes-là, certaines d'entre elles ont décidé ou hésitent à se mettre en khalat, puisque le khalat qu'on avait connu pendant le Covid existe toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est une bonne idée ou pas? Et qu'est-ce que le khalat exactement pour ceux qui l'ont oublié? Regardez, le khalat, c'est Khufsha Lelo Tashlum, c'est-à-dire c'est un congé sans solde. Khufsha Lelo Tashlum, c'est khalat, c'est les initiales. Un congé sans solde, contrairement à un congé forcé, que là l'employeur fait sortir en congé ses employés, le khalat ne peut être appliqué seulement si l'employé accepte. Ça veut dire, il faut dire aussi aux employés que le patron, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le droit de faire sortir en khalat un employé qui n'accepte pas. Un khalat, ce qui se passe selon la loi qui existe aujourd'hui, mais je dis vraiment une grande parenthèse, parce que pendant le Corona, ils avaient changé aussi cette loi-là. Au jour d'aujourd'hui, khalat, c'est minimum 30 jours, c'est-à-dire que l'employé sort en congé sans solde pendant 30 jours, et après, il peut réclamer le chômage. Le chômage, c'est pas toujours intéressant pour tout le monde. C'est moins d'argent, il y a des employés qui ne veulent pas être au chômage, par exemple, ils viennent de finir une période de chômage, et ils n'ont pas cotisé pour récupérer le chômage. Donc, il faut vraiment que l'employé accepte de sortir en khalat, c'est en congé sans solde, c'est une période de 30 jours, et c'est pour ça que dans le projet Smotrich, ils vont donner des ma'anakim, des aides, en fonction des salaires qui ont été payés, pour pousser en fait les employeurs à ne pas forcer le khalat. Alors, si une personne se met en khalat, 30 jours après, elle est obligatoirement au chômage, c'est ça l'histoire? Elle peut réclamer ses droits du chômage, elle peut revenir après au travail. Elle peut revenir de son propre chef, même si l'employeur ne le veut pas? Il est obligé de la reprendre? Alors ça, on va voir encore les astérix qu'il va avoir là-dessus, parce que c'est encore une fois en fonction, il ne faut pas que les gens soient lésés aussi d'être partis en khalat. D'accord. Alors si par exemple, un employeur veut, ou fait un conseil à son employé de prendre un congé sans solde, si ce salarié ne le veut pas, l'employeur est obligé de continuer à les payer? Il est obligé. Il n'a pas le droit. S'il ne peut pas? Alors, s'il ne peut pas, il y en a qui vont vous dire, il faut le faire sortir en congé forcé. Maintenant, le congé forcé s'appelle Khufsha Kfouya. C'est pas le congé sans solde. Le congé forcé, la différence, c'est qu'il faut que l'employé ait un solde de jours de vacances de Yemé Khufsha qu'il a accumulé au fil des mois. Et il faut également que l'employeur l'ait prévenu 2 semaines avant pour une période de 7 jours, par exemple. Donc ça veut dire là, au jour d'aujourd'hui, le khalat, si je peux recommander aux employés si oui ou non sortir en khalat, c'est les employés qui savent que ça sera vraiment compliqué pour eux de travailler et qui n'ont pas de problème de demander le chômage. C'est-à-dire que récemment, ils n'ont pas eu de chômage, ou ils ont accumulé, etc. Ceux-là vont être moins lésés que les employés aujourd'hui qui ne peuvent pas réclamer le chômage ou qui peuvent travailler, qui n'ont pas de problème à travailler. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont obligées de s'absenter, on leur recommande le khalat. Et encore une fois, il faut faire attention. Ne précipitez pas ni les employeurs ni les employés. Parce que je vais vous donner un exemple. Si un employé est parti 25 jours et qu'après l'employeur l'a repris, 25 jours selon la loi actuelle, c'est pas khalat. Et l'employé ne récupérera pas le chômage là-dessus, parce qu'il faut un minimum de 30 jours pour le khalat. Il faut faire très attention. C'est hyper délicat, renseignez-vous auprès de votre expert comptable, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Surtout que les choses évoluent tout le temps, et il y a un programme qui a été annoncé la semaine dernière par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui doit rentrer en vigueur. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce programme? Alors, les grandes lignes. Déjà, il faut différencier les asakim, les entreprises qui déclarent une fois tous les mois, ou les asakim qui déclarent bimestriellement, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois leur TVA. Par exemple, septembre-octobre, on le déclare en novembre.
Ou il y a les entreprises qui déclarent seulement mois par mois. Alors, la grande ligne, c'est quoi? Si vous n'avez pas une baisse de plus de 25% de votre chiffre d'affaires, déjà, on n'a rien. Ok, on ne rentre dans aucun cas de figure d'avantage de Maanak. Maintenant, pour savoir quelle est la baisse de 25%, on vérifie par exemple le mois d'octobre 2023, comparé au mois d'octobre 2022, combien on a déclaré de chiffre d'affaires auprès de la TVA, combien on va déclarer ce mois-là. Si déjà on a plus de 25%, les Maanakim, c'est-à-dire les aides, elles vont être calculées en fonction des dépenses de la société. Ça s'appelle Otsaot Kvuot. C'est un calcul qui est un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est juste pour vous dire que, un exemple, une société, elle a 1 200 000 shekels de dépenses par an. Ça veut dire 100 000 shekels de dépenses par mois. Sur ces 100 000-là, on leur donnera en pourcentage en fonction de la baisse de leur chiffre d'affaires. Ce pourcentage va entre 6 et 18%. Mais c'est sur ça et c'est sur les salaires. Donc c'est pour ça que il faut faire attention, il faut vérifier vraiment, il faut vérifier les dépenses que vous avez eues l'année dernière, il faut vérifier votre chiffre d'affaires de cette année comparé à celui de l'année dernière. Mais la grande ligne, on sait qu'elle ne va pas être changée normalement, c'est moins de 25% de pertes. On ne sera pas dédommagé, on pourra récupérer aucune aide. Bon, alors on fera un point sur justement ces aides aux sociétés, ce fameux plan Smotrich. On ne connaît pas encore les détails puisque ça devrait être publié cet après-midi. En attendant, il y a aussi beaucoup de questions, Nathanaël, concernant les associations. Les associations qui ont un objet social et qui veulent, ou en tout cas on veut leur faire des dons. C'est pas toujours, on va dire, fonctionnel avec l'objet social. Est-ce que c'est en temps de guerre possible? Alors, c'est très bien ce que vous me dites là, parce qu'on me le répète souvent. Si par exemple, il y a des personnes qui veulent acheter des équipements pour les soldats, exactement. Est-ce qu'on peut les déduire de nos frais? C'est considéré comme don. Alors, ça, il faut faire attention. Il faut passer par une amouta, une association qui a le CIF 46, c'est l'article 46. Si on ne passe pas par une amouta et vous allez acheter à vos frais quelque chose, ça ne rentre pas en déduction. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui font les dons. Ça, c'est très important. Pour ceux qui font des dons, c'est vraiment important. Il faut passer par une association. Mais par contre, pour la amouta en elle-même, pour l'association en elle-même, on voit qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas comme objet social d'aider les Chayalim. Par exemple, une synagogue. Elle n'a aucun rapport avec, comme je donne des fois cet exemple, avec des chiens en détresse. C'est aucun rapport. Mais là, ils ont permis, pour la première fois, qu'une amouta, même si le but social de sa amouta, ce n'est pas d'aider les Chayalim, qu'on peut quand même faire rentrer ces dépenses en dépenses déductibles de la amouta. Voilà, donc ça, c'est très important pour les présidents d'associations, pour les trésoriers qui se posent beaucoup de questions, qui se cassent la tête, et pour les donateurs, etc. Donc c'est vraiment important, même si ça ne rentre pas dans l'objet social de votre association, vous pouvez déduire vos achats, donc pour les soldats, pour les familles du Sud, etc. etc. On a parlé de la TVA ou on en parle? Alors, la TVA, c'est quelque chose d'assez sympa, on va dire ça. La TVA, vous savez que lorsque vous avez des dépenses, on peut récupérer la TVA sur nos dépenses. Normalement, la TVA a le droit jusqu'à 90 jours pour vous rembourser ce remboursement de TVA. Là, cette fois-ci, ils ont permis un remboursement immédiat. Mais attention, j'ai dit ça, on m'a sauté dessus. Attention, octobre n'est pas fini encore. C'est-à-dire, pour savoir quelle est la TVA d'octobre, il faut quand même attendre la fin du mois d'octobre. Alors, pour les personnes qui souhaitent un remboursement immédiat sur leurs dépenses de TVA, à compter du 1er novembre, qu'ils aillent voir leur expert comptable, qui leur demande de déclarer vite pour récupérer leur TVA immédiatement et ne pas attendre 90 jours. Extra. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, Nathalie, juste une petite parenthèse, dernière chose, les impôts ont demandé, ils ont dit c'est pas comme le corona cette fois-ci, les personnes qui peuvent travailler et qui n'ont pas de problème d'activité, qui ne se basent pas seulement sur ces aides-là. À la fin, on fait remplir les caisses de l'État pour aider aussi les Chayalim. On sait qu'il y a un pourcentage énorme qui va aux Chayalim. Donc, n'essayez pas trop de jouer avec les aides. Quand on peut pas, il faut travailler, il faut continuer, il faut remplir les caisses d'État, ils en ont vraiment besoin. Les soldats en ont besoin. En tout cas, merci beaucoup, Nathanaël. C'est toujours un plaisir, des explications claires, qui vont aider sûrement beaucoup de ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. À bientôt, Nathanaël. À bientôt. C'était un plaisir.